Par cette belle journée de printemps, la campagne anglaise verdoyante donne une image de quiétude et de paix. Mais ne vous y trompez pas. L'Angleterre est en guerre. Et pour la gagner, les gigantesques forteresses volantes américaines attendent leur départ en mission au-dessus du sol ennemi. Sur le tarmac de la base, l'activité est intense. Chaque mécanicien a la responsabilité d'un appareil. Il le répare, il le nettoie, il le soigne et s'y attache. Lorsqu'il le voit partir en mission, il sait qu'il risque de ne jamais le revoir. Alors, le mécanicien remplit sa tâche du mieux qu'il peut, c'est-à-dire parfaitement. Il sait qu'il sera rendu responsable de toute avarie, qu'il pourra mettre en danger la vie du pilote, son camarade. Ces bombes vont être transportées depuis un arsenal, quelque part en Angleterre, pour être larguées sur quelques points stratégiques situés en Allemagne, à Wilhelmshaven. Ce chargement est le lot des unités de bombardement, mission délicate s'il en est. Il s'agit en fait d'une des tâches militaires les plus difficiles qui soient. Des bombes à destruction globale, une vitesse d'impact de 1200 km/h capable de détruire une usine. Pilotes, navigateurs et mitrailleurs s'installent pour le briefing. Le colonel Stanley Ray s'avance et dévoile la carte des objectifs. Les hommes apprennent leur destination tenue secrète jusqu'alors. Certains visages pâlissent en entendant la liste des cibles. Parfois, vous saisit le pressentiment que cette fois, vous ne reviendrez pas. Mais ils surmontent leur angoisse pour mieux se concentrer sur l'exposé. Type de formation, point de rassemblement, heure H, itinéraire pour atteindre la cible. Conditions atmosphériques, défense ennemie, itinéraire du retour, consigne pour les destructions à infliger à l'ennemi, et enfin, dernière consigne, ceux qui seront faits prisonniers ne devront pas donner leur nom ni leur grade. Il ne reste plus qu'à recommander son âme à Dieu. Voici le chargement. Et voici l'équipe du Memphis Belle, surnom de la pin-up qui orne le fuselage qui n'est autre que la petite amie du pilote. Le Memphis Belle appartient au 324e escadron de bombardement du 91e groupe de la 8e armée de l'US Air Force.
Le lieutenant-colonel donne les dernières instructions avant l'embarquement. Depuis que vous vous battez ici, les gars, ça n'a pas été facile. La mission d'aujourd'hui ne fera pas exception. Vous serez lâchés dans un ciel contrôlé par l'ennemi, il faudra avoir l'œil. L'œil, mais aussi le calme, la maîtrise de soi. Il faut rentabiliser les munitions, chaque coup doit compter. Chaque membre de l'équipage devra veiller à la sécurité de tous et aider à ramener, une fois encore, l'appareil entier. C'est la 24e mission du Memphis Belle. L'expérience de cet équipage sera déterminante et si le Memphis Belle rentre ce soir, l'équipage sera renvoyé aux écoles de l'air. Là, les anciens enseigneront aux jeunes pilotes les leçons de l'expérience. Ils essaieront de leur transmettre leur art du combat et surtout la passion de se battre pour l'armée américaine. Nous sommes ici sur le front comme il n'en a jamais existé jusqu'alors dans l'histoire d'aucune guerre. Aucune infanterie, aucun canon, rien que le vrombrissement des bombardiers qui décollent et qui atterrissent en agitant les arbres de la campagne anglaise. S'il y a ici des engins de mort, ils sont agiles et, à un moment, plus légers que l'air. Chaque équipage était fier de son bombardier et la personnalisation de chaque fuselage renforçait la cohésion des hommes qui les servaient. Pin-up, dessins humoristiques, messages personnels à destination de l'ennemi, c'était aussi une manière d'oublier les dangers de leur mission. Les B-17 méritaient bien leur nom de forteresse volante. Du 28 juin 1935, date à laquelle le premier modèle sortit des usines, jusqu'à la fin de la guerre, il n'y eut pas moins de 7 versions de B-17. À chaque fois, les ingénieurs gommaient les défauts de la version précédente et à chaque fois, les performances, l'armement, le blindage, les capacités de vol étaient améliorés. Les bombardiers que vous voyez sont des B-17F, la 6e génération des forteresses volantes. 4 moteurs de 1200 chevaux leur permettaient de propulser les 30 tonnes de l'appareil à plus de 500 km/h. Leur autonomie était supérieure à 3000 km à pleine charge, c'est-à-dire 3 tonnes de bombes. Les roues du Memphis Belle font leur 25e adieu au sol anglais, le sol rassurant de l'Angleterre avec ses champs, ses troupeaux et ses fermes heureuses. Sa campagne riante, ses châteaux moins hantés que l'espace aérien, avec leurs jardins et leurs parcs ordonnés avec une belle précision. Une Angleterre que ces jeunes Américains ne connaissaient que par les classiques de la littérature, lus et appris sur les bancs du collège, sans oublier l'Irlande, qui se battait jusqu'alors pour son indépendance. Aujourd'hui, tout est changé. Même l'Irlande a été transformée en une immense piste d'atterrissage et de décollage. Une immense piste réservée aux bombardiers, une place forte qui veille sur la liberté de l'Europe entière, avec ses escadrilles, ses hangars, ses ateliers. Une gigantesque forteresse ramifiée, éparse dans tout le pays, avec une permanente suractivité. C'est l'Angleterre sur le pied de guerre. Et ceci, c'est le champ de bataille des temps modernes. C'est la puissance aérienne des États-Unis en route vers les territoires ennemis.
Ce n'est pas leur infanterie qu'ils vont frapper en premier lieu, ni leur artillerie, ni leur Panzerdivision, mais leurs arsenaux ou leurs usines, le cœur industriel d'une nation devenue folle. Les réserves de mort d'un empire semant la destruction pour servir sa soif de domination. Les aciéries, les raffineries, les réserves de munitions, les sous-marins, toutes les usines, les gares, les liaisons ferroviaires, autant de points cruciaux qui menacent le reste de l'Europe, autant de cibles à anéantir. Pour y parvenir, voici la plus grande flotte aérienne qui décolle, chaque appareil avec un objectif précis. Chacun de ces appareils vient de faire le plein de bombes et est habité par 10 hommes, comme ceux qui forment l'équipage du Memphis Belle. Le capitaine Robert Morgan, le pilote ingénieur en Caroline du Nord, c'est lui qui a fait traverser l'Atlantique à l'appareil. Le capitaine Jim Borinus, le navigateur dans le civil, cadre commercial dans le Connecticut. Le technicien radio sergent Bob Hanson, diplômé de l'Université de Washington. Avec lui, le capitaine Chuck Layton, étudiant en chimie. Le sergent Harold Locke du Wisconsin est le mitrailleur aérien. En perpétuelle alerte, il couvre avec ses 2 canons toute la zone qui surplombe l'appareil. Second mitrailleur, le sergent John Quinlan de New York, agent d'assurance, jusqu'au 8 décembre 1941. Troisième mitrailleur, le sergent Cecil Scott, anciennement garçon de course dans le New Jersey. À 2000 mètres, les hommes mettent le masque à oxygène. Ils vont monter encore plus haut. Le reste de l'équipage, capitaine Vincent Even, chauffeur dans le Texas. Les mitrailleurs de flanc sont à droite, le sergent Bill Welcock, ingénieur en chimie à Chicago. À gauche, le sergent Tony Nastal, réparateur de machines à laver à Détroit. Aujourd'hui, il a 19 ans et il a déjà descendu 2 appareils. Les pilotes s'efforcent de rester groupés, c'est leur meilleure défense contre d'éventuelles attaques. En haut, en bas, à gauche comme à droite, les bombardiers sont prêts à se défendre et à protéger les autres appareils de l'escadrille. 50 canons de mitrailleuses sont braqués vers tous les points de l'horizon. Les falaises de Douvres s'éloignent. Quand les pilotes les reverront dans quelques heures, cela voudra dire qu'ils ont réussi leur mission. Ils montent jusqu'à 8300 mètres, la meilleure altitude de croisière. Assez haut pour ne pas être visible du sol à l'œil nu, mais si haut que le port du masque à oxygène est indispensable. En attendant d'arriver sur la cible, les hommes vérifient l'itinéraire, testent les équipements et se concentrent pour leur hache. La température fraîchit avec l'altitude, 40 degrés au-dessous de zéro. Les équipiers scrutent l'horizon aux aguets. Un jeu de reflets et d'ombres irréels se projette dans le plexiglas, mais ce n'est pas un rêve. Les appareils fendent un air de plus en plus froid, laissant derrière eux de larges traînées de fumée, comme s'ils incendiaient l'air sur leur passage.
Bien sûr, chacune des équipes a un plan précis. Un plan soigneusement élaboré par l'état-major, précis à la minute près. Il s'agit aujourd'hui de détruire Wilhelmshaven, la ville et surtout son centre industriel. L'ennemi est encore puissant. Il est parfaitement entraîné. Il est bien décidé à parer toute attaque. Telles sont les défenses de l'Allemagne. Des bases aériennes nombreuses, stratégiquement dispersées. Chacun des chasseurs allemands est prêt à intercepter la flotte américaine. Les lignes de défense antiaériennes sont encore plus denses autour des industries, des villes et des sites militaires. Des radars les avertissent de l'approche des bombardiers. À 13h30, peu après le décollage, 6 escadrilles d'attaque venues de 6 directions différentes se dirigeront vers les côtes ennemies. La force d'impact se divise comme suit. Une vague de 100 bombardiers B-24, suivie de près par une autre composée de 300 bombardiers B-17. Puis une seconde formation de 300 B-17 couvert par 6 escadrons de P-47 Thunderbolt, suivie d'une autre formation de B-26, 20 bombardiers moyens couverts eux-mêmes par 6 escadrilles de Spitfire. Au total, près d'1 millier d'appareils et plus de 8000 hommes dans les airs, une véritable armada aérienne qui, à 13h30, pénètre dans la zone protégée par les radars de l'ennemi. Les défenses antiaériennes sont en état d'alerte sur toute la côte, mais les Allemands ignorent quel est l'objectif du raid de bombardement. Une demi-heure plus tard, les 100 bombardiers B-24 suivis par les 300 bombardiers B-17 ont continué vers l'est, survolant la mer du Nord. Ces 4 bases allemandes sont en état d'alerte. Elles attendent l'offensive de nos 2 premières escadrilles et ne peuvent donc pas parer le coup de nos 300 bombardiers B-17 qui apparaissent ici, en vert. Ces derniers, par la même occasion, mobilisent 2 bases ennemies qui ne s'attaqueront pas à nos 2 premières escadrilles. Les 20 bombardiers B-26, escortés par les Spitfire, bombardent au même moment une gare importante et mobilisent du même coup d'autres défenses ennemies qui ne s'attaqueront pas aux bombardiers, ici en vert. Ceux-ci, en effet, profitent de cette diversion pour bombarder une usine d'aviation à Hanovre. À 14h30, la première escadrille atteint les côtes allemandes, mais l'ennemi ignore toujours quel est l'objectif. Sera-ce Flensburg, le canal de Kiel, Hambourg, Brême ou bien Hemden? L'ennemi ignore qu'en réalité ces bombardiers ne transportent aucune bombe. C'est simplement une diversion destinée à occuper les défenses du nord-est. Pendant ce temps, la seconde escadrille s'abat sur l'usine de sous-marins de Wilhelmshaven. À 15h, lorsque la seconde escadrille, composée de 300 bombardiers B-17, survole la cible, seule une fraction de la défense aérienne allemande sera disponible pour s'y attaquer. Cela grâce à la diversion de la première escadrille. Et aussi à cause du bombardement simultané d'Hanovre par la 3e escadrille. Tel est le plan de bataille pour aujourd'hui. Il a été mis sur pied par une équipe de généraux et approuvé par le commandant en chef du quartier général. Seconde escadrille, 300 B-17 chargés de bombes entrent dans le champ des radars ennemis. Il faut à présent s'attendre à tout. Arrivés au-dessus des côtes ennemies, les hommes mettent leurs casques d'acier et redoublent de vigilance. Les bombardiers resserrent encore leur formation. D'ici, cela ressemble à n'importe quel pays. Des maisons, des routes, des champs, des hangars, des cours d'eau. Mais ce sont les villages et les champs d'un peuple qui prétend envahir le monde. Ce sont les installations et les routes d'un peuple qui, à 2 reprises, en une seule génération, a entraîné le monde entier dans la souffrance et dans la guerre. Un peuple qui a vomi sur le monde une quantité de fléaux jusqu'alors inconnus aux hommes. Ce sont eux qui ont plongé l'Europe dans le désespoir et ont forcé les Américains à sortir de leurs réserves. Les premières réactions de la DCA se font sentir et s'intensifient. Les projectiles fusent à quelques dizaines de mètres des bombardiers. Les pilotes sentent se rapprocher le danger
Il n'y a plus qu'à espérer de ne pas se trouver dans une zone d'impact. Voici les hangars et les bassins de la base sous-marine de Wilhelmshaven. La DCA protège les points sensibles du port par un formidable tir de barrage. Pour les pilotes, impossible de reculer à présent. Il faut y aller. Morgan change de cap toutes les 15 secondes pour dérouter les tirs de DCA. Une fois que les bombardiers sont à la bonne altitude, à la bonne vitesse et se trouvent au-dessus de la cible, il n'y a plus qu'à lâcher le chargement. Le Memphis Belle remplit sa mission. C'est à ce moment que l'escadrille est la plus vulnérable, car il est plus difficile de se défendre pendant le bombardement. Et c'est à ce moment que surgissent les chasseurs ennemis. Voici le premier. La bataille fait rage. Pas question de se laisser attaquer par les chasseurs ennemis pendant qu'on bombarde la ville. 2 chasseurs sont abattus. À présent, les autres B-17 de l'escadrille attendent que le Memphis Belle lâche ses bombes pour en faire autant. La première partie de la mission est à présent achevée. Il faut maintenant que les bombardiers repassent au-dessus du rideau de défense anti-aérienne, direction l'Angleterre. Les tirs de DCA ont cessé, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un bon signe. Cela signifie qu'une attaque en force des chasseurs ennemis se prépare. Ce ne sont d'abord que des têtes d'épingle aux confins de l'horizon, mais lorsque ces points noirs jettent du feu, ça signifie qu'ils tirent et qu'il faut riposter. Au cours d'une bataille aérienne, l'une des armes les plus essentielles est l'interphone. Chacun des membres de l'équipage surveille et prévient. Dans cette lutte pour la vie, 9 hommes reliés entre eux, grâce à la radio interne, font corps contre l'agresseur.
3 avions ennemis arrivent plein ouest. Attention, nord-est, nord-ouest. Un avion à descendre. Encore 2 qui arrivent au nord-ouest. D'autres encore au nord-est. Watch them, Scotty. I got my sights on them. Check that B-17, Chuck. 3 o'clock. Motor smoking. Fighters 10:30 coming around. Those 10:30 upper or lower? B-17 out of control at 3 o'clock. Un B-17 perd le contrôle, plein est. Come on, you guys, get out of that plane. Ah, ils ont intérêt à sauter. Les voilà, ils quittent l'appareil là. There's a tail gunner coming out. Watch out for fighters. Keep your eye on them, Bill. See any parachutes? Ça y est, ils ouvrent leur parachute. Ils sont plein ouest. Il doit encore rester 7 hommes dans ce bombardier. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sauter? Attention, au nord-est, 2 chasseurs viennent sur nous. Ça y est, je le vois, le fils de pute. I'm on him. Come on, you son of a bitch. I got him. J'en ai eu un. Ah, attention, ils viennent de partout. Damn it, don't yell on that intercom. Fighters, 10 o'clock. Chasseurs au nord-ouest. They're coming in, Scotty. Get that ball turret on him. Save the ammunition as much as possible. Watch that fighter coming in at 3 o'clock. He's coming in a half roll. Pull her up, Chief. Pull her up. Hurry. Ce B-17 est touché. L'appareil a pris feu. Il perd de la vitesse et de l'altitude. Il se rapproche du sol ennemi. Tous les autres pilotes le regardent s'éloigner. Ils ne peuvent plus rien pour lui et pour son équipage. Ceux qui sont restés à la base attendent avec inquiétude le retour de leurs camarades. Demandez-leur s'ils n'auraient pas préféré partir en mission sur un bombardier. Tous vous répondront qu'ils préféreraient n'importe quoi plutôt que de se retrouver là, à attendre et à se demander qui reviendra et qui ne reviendra pas. La tension est énorme et s'accroît au fur et à mesure qu'approche l'heure du retour. À défaut de tuer des boches, ils tuent le temps et ce n'est pas de gaieté de cœur. À 14h, ils savaient que le combat commençait sur la côte allemande. Ils connaissent les dangers de cette opération et c'est à présent d'imaginer l'escadrille quittant le territoire ennemi pour rentrer à la base. Les oreilles se tendent à l'affût du moindre bruit de moteur et, tout à coup, les voilà. Ils voient les premières petites taches noires qui se forment à l'horizon. Le personnel au sol est partagé entre l'espoir et l'inquiétude. Le compte commence. Ils essaient de lire le numéro de chaque bombardier. Le personnel médical attend lui aussi son heure, guettant l'escadrille depuis la fenêtre de l'hôpital. Ils savent ce que c'est que d'être blessé et d'attendre du secours à 2000 mètres au-dessus du sol dans les trépidations d'un bombardier. L'équipe de secours se précipite vers le bombardier qui vient d'atterrir. Blessé à la tête, une balle de 20 mm a traversé la cabine du radio. Il est choqué, mais ses jours ne sont pas en danger. Le navigateur a été touché par des éclats d'obus.
La jambe droite du pilote n'est pas belle à voir. Tous auront droit à des décorations pour leurs blessures de guerre. Celui-ci aussi, mais hélas, à titre posthume. Ce tireur est trop faible pour qu'on le déplace, aussi lui pratique-t-on une transfusion à l'intérieur du bombardier. « 36 avions ont quitté cette base ce matin, 20 sont déjà rentrés. Voici le 21e, avec son équipage blessé. Le 22e, avec un mort à bord. Le 23e, lui aussi éprouvé par les chasseurs allemands. Le 24e est dans un état correct à part la queue dont un morceau a été arraché. Le 25e n'a pas eu beaucoup plus de chance. Le 26e, c'est l'avant qui a souffert. De la tour de contrôle, les hommes continuent à compter les avions. On en est à 28. Le 29e en bon état, mais le pilote est salement blessé. « 29 appareils au total sont rentrés, 29 sur 36. Les pertes sont lourdes, mais l'ennemi a été plus gravement atteint. Une usine fabriquant des avions de combat, une gare, des sous-marins, des ports ont été détruits, sans compter des dégâts involontaires. Qui sait le nombre de torpilles allemandes détruites, le nombre d'avions ennemis disparus, qui sait le nombre de vies qui sera sauvé, les batailles qui seront gagnées grâce au travail de ces bombardiers et de ces soldats. Les pilotes, les tireurs peuvent rire maintenant, le feu a salement endommagé leur appareil, mais ils se sont bien tirés de cette mission. Ça, c'est Old Bill, un très bel appareil lorsqu'il a décollé ce matin. Depuis, il a perdu son nez, il a perdu son navigateur, un de ses tireurs a été blessé. Le pilote aussi a été touché, le système hydraulique détruit, ailes en flammes, queue cassée, mais Old Bill est rentré à la base. À présent, parmi les rescapés, les discussions vont bon train. Ils se racontent tous les événements de la journée, tous les détails du combat. Mais les visages sont des visages d'hommes qui viennent de voir mourir leurs camarades. Des visages qui n'oublieront pas. Les rangs se resserrent, mais les volontés aussi. Il s'agira maintenant de ne plus laisser respirer l'ennemi et de le battre. À la tour de contrôle, le colonel Ray surveille le ciel. Soudain, surgissent 3 nouveaux avions. Ce sont les derniers. Et parmi eux, celui que tout le monde attendait, le Memphis Belle. Les derniers kilomètres de cette mission dans le Memphis Belle ressemblent à une partie de plaisir. Plus besoin de fusils mitrailleurs, à présent l'épreuve est terminée. Les membres de l'équipage savent qu'ils vont rentrer chez eux.
Morgan survole toute la base en signe de victoire et de joie. C'est contraire au règlement, mais ce n'est pas un jour comme les autres. Et les roues du Memphis Belle touchent le sol de l'Angleterre pour la 25e fois. Aucun d'eux n'oubliera ce jour-là. Un autre jour inoubliable fut celui, peu de temps après, où le général Hansel vint visiter la base. Il remit la médaille d'honneur de l'armée de l'air à chacun des membres de l'équipage. Puis il y eut un autre honneur. Leur Majesté, le roi et la reine d'Angleterre. Johnny Quinlan n'aurait jamais imaginé qu'un bonheur pareil lui arriverait quand il fut mobilisé. Le personnel au sol n'avait fait aucun effort vestimentaire particulier, mais la reine les trouva très beaux. Il y eut encore deux visiteurs de marque, le général Ecker, commandant de la 8e armée de l'air, et le général Debers, commandant des opérations américaines en Europe. L'équipage du Memphis Belle reçut un nouvel ordre de mission, ce que le général Ecker appelait leur 26e mission, la plus importante. Elle consistait à rentrer aux États-Unis pour y entraîner de nouveaux pilotes, de nouveaux navigateurs, de nouveaux tireurs. C'est ainsi qu'ils contribueraient désormais à la guerre. Aux hommes de la 8e armée de l'air, à ceux que nous avons vus pénétrer sans peur dans l'espace aérien ennemi, détruisant les cibles prévues à près de 1500 km de leur base, transformant le territoire ennemi en un terrain dévasté, à ces hommes intrépides, ce film est dédié.